Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, lors de cette vidéo, je vais vous présenter la régression multiple. Le dernier enregistrement, ça a été à propos de la régression linéaire simple. Donc, nous avons vu c'est quoi un modèle de régression linéaire simple lorsqu'on parle d'une seule variable. Dans le cadre de cet enregistrement, on va parler du modèle linéaire multiple. C'est quoi un modèle de régression multiple, régression linéaire, toujours multiple? Il a pour équation le modèle suivant. Donc, j'ai Y qui est une variable réponse, c'est égal à bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus ainsi de suite jusqu'à bêta k xk plus epsilon. Ou, bien sûr, les bêta i, bêta 0, bêta 1 jusqu'à bêta k sont les paramètres à estimer. En fait, les x1, x2, xk sont les variables indépendantes. Donc, c'est des variables aléatoires linéairement indépendantes. On parle des régressions linéaires, donc ici, ça devrait être linéairement indépendant. Donc, c'est une partie que vous avez vue déjà dans le contexte de l'algèbre linéaire. Donc, ici, y, c'est la variable réponse. Les xi sont des variables que l'on peut mesurer sans erreur. Les bêta j sont déjà des paramètres à estimer. Epsilon, c'est l'erreur aléatoire, donc ça reste la même chose comme nous avons vu pour la régression linéaire simple. Donc epsilon, c'est une erreur aléatoire. C'est avec une variance, bien sûr, sigma carré, la même chose que comme nous avons vu pour la régression simple. Donc, ce qu'on suppose, c'est que on a n observations de la forme suivante. Donc, c'est des ensembles. Donc, c'est n observations de la forme pour chaque i. Y, on a xi1, xi2, xik. Puis ça pour tout i allant de 1 à n. Donc, ce modèle suppose que pour chaque i allant de 1 à n, l'équation est la suivante. Donc, on a yi, c'est égal bêta 0 plus bêta 1 xi1 plus bêta 2 xi2 plus bêta k xik plus epsilon i. Donc, comme le modèle de régression linéaire simple, les conditions usuelles sont toujours que l'espérance d'epsilon i, c'est toujours égal à 0. La variance de epsilon i, c'est égal à sigma carré, qui est un autre paramètre à estimer. Et ça pour tout i allant de 1 jusqu'à n. Donc, la variance devrait être constante quel que soit i. Les epsilon i sont indépendantes, en fait, sont non corrélées, et chacun de ces epsilon i suit une loi normale. Donc, bien sûr, puisque la moyenne est 0, donc la moyenne 0 est de variance sigma carré. Donc, en utilisant les n observations, ce qu'on veut, c'est on cherche à estimer les bêta j, donc bêta 0, bêta 1 jusqu'à bêta k, et sigma carré. Bien sûr, on veut vérifier aussi si le modèle est adéquat ou il est valide aussi. Donc, la première étape consiste bien sûr à l'estimation. Donc, si on écrit l'équation en, nous avons vu, pour chacun des points, on obtient bien sûr un système d'équations suivant. Donc, j'ai yi pour chacun, c'est bêta 0 plus bêta 1 xi, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un modèle, c'est un système d'équations. Donc, ce qu'on veut, avec ce système-là, estimer les paramètres. Donc, c'est un modèle d'algèbre linéaire que vous avez déjà vu dans le cours d'algèbre linéaire précédemment. Donc, si on veut écrire ce modèle sous forme matricielle, donc c'est un système d'équations qu'on peut écrire sous forme matricielle, c'est la forme suivante. Donc, c'est le vecteur y égale la matrice x fois le vecteur bêta plus le vecteur epsilon. Bien sûr, le vecteur y, c'est composé de y1, y2 jusqu'à yn. La matrice x est composée du premier vecteur qui est juste constitué des 1. Le deuxième vecteur colonne, c'est le x1. C'est la première variable. La deuxième colonne, c'est la deuxième variable. La troisième colonne, c'est la k plus 1 colonne, c'est la km variable. Donc, notez bien que la règle la plus importante dès le début, c'est que les xi sont des variables linéairement indépendantes. Donc, cette matrice, si on voit l'espace des colonnes de cette matrice-là, ça représente un espace complet. Donc, l'espace des colonnes, ça va représenter exactement ça va représenter exactement k plus 1, la dimension de cet espace des colonnes. Bien sûr, ici, toujours, le n est supérieur à k. Notons qu'il y a certains cas où le k est supérieur à n. C'est pas notre contexte ici, là, c'est dans le contexte qu'on fait dans le cadre de ce cours, c'est toujours le n est supérieur à k.
Donc, le vecteur bêta est formé des k plus 1 bêta, donc bêta 0, bêta 1 jusqu'à bêta k, et le vecteur epsilon est formé de epsilon 1, epsilon 2, epsilon n. Donc, le système on a 7 systèmes d'équations. Donc, ce système est connu en algèbre linéaire, puis on le résout par les méthodes de projection orthogonale, qui est la méthode des moindres carrés. Donc, en fait, comme au chapitre précédent, le chapitre de régression simple, on cherche à minimiser les valeurs on cherche à estimer les valeurs des bêta i qui maximisent la fonction de ce qu'on appelle la fonction de perte, qui est la fonction de la somme des epsilon ik. Donc là, on veut minimiser les erreurs, c'est la méthode des moindres carrés. Donc les carrés des erreurs, on veut que ça soit minimal. Donc si on voit ici la somme des epsilon i carré, si on l'écrit sous forme vectorielle, c'est epsilon transpose fois epsilon. Donc, on peut écrire epsilon de la forme suivante, puisque c'est y moins x bêta. Si on voit ici l'équation, on peut voir que l'epsilon, on peut le déduire directement de cette équation-là. Donc, à partir de ça, on peut le remplacer ici. Si on développe ce système, on trouve cette équation. Donc, cette équation est connue. Comme j'ai dit, en algèbre linéaire, c'est une équation qui est bien connue pour la méthode des moindres carrés. Donc, il est démontré que l'estimateur de bêta pour la méthode des moindres carrés est le suivant. Donc, je ne vais pas aller par des preuves, mais c'est une preuve que vous avez vue déjà en algèbre linéaire. Donc, ce vecteur bêta chapeau qui est formé par bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau, bêta k chapeau, on peut trouver c'est la matrice xtx transpose inverse fois x transpose y. Donc, notez bien que puisque les colonnes des vecteurs de la matrice X sont linéairement indépendants, la matrice XTX, c'est une matrice définie positive. Donc, dans le contexte où les variables xi sont toutes linéairement indépendantes, pas nécessairement indépendantes, mais linéairement indépendantes. En fait, dans ce contexte-là, cette matrice est une matrice symétrique positive, c'est une matrice qui est symétrique et définie positive, donc son inverse existe. Donc c'est une matrice inversible, c'est un résultat, comme j'ai dit, sont tous des résultats de l'algèbre, et ce vecteur bêta chapeau existe dans ce cas-là. Donc, c'est ça la solution. Donc, comme vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on va le faire à la main. Donc, c'est pas une solution qu'on va utiliser du papier crayon puis on va résoudre ça. Donc, c'est vraiment on va utiliser un logiciel à le faire. Surtout dans la vraie vie, des fois, le cas peut être très grand, comme des centaines. Donc, c'est pas des cas où on va inverser des matrices comme ça. C'est pas la solution. Mais en général, c'est même si c'est 5, 6 variables ou autres, on n'inverse pas de matrice 6 par 6 à la main. C'est pas ça ce qu'on voulait. C'est généralement, on va utiliser R dans le contexte du cours, mais on peut utiliser MATLAB, on peut utiliser n'importe quel autre logiciel de calcul, mais R est fait pour ça, il est fait pour le big data, donc il est fait, il est construit pour résoudre ces problèmes d'une façon très simple. Donc, bref, ce qui est important, c'est que ces estimateurs-là, il est montré quels sont son biais. Donc, ce sont des estimateurs sans biais, donc ils sont tous, soit J égale 0, 1, 2, jusqu'à K, tous les bêta J chapeaux sont des estimateurs sans biais de bêta J. En fait, c'est simple, c'est l'espérance de bêta J chapeau, c'est égal à bêta J, c'est pour ça son biais. Puis, la variance de bêta J chapeau, c'est égal à sigma carré fois CJJ. Donc là, ici, si on voit ici, c'est quoi la matrice C, si on suppose que la matrice C ici, C, c'est la matrice X, TX, X transpose X à la moins 1. Donc, si je dis cette matrice-là, ça va être une matrice, si je fais ici sigma carré fois C, j'obtiens la matrice suivante. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? J'obtiens ici la variance. Donc, en fait, si je vais d'une façon simple, c'est la covariance de bêta 0, chapeau, bien sûr, la covariance. Donc, ici, c'est la covariance, c'est toujours la variance. Donc, c'est la variance de bêta 1 chapeau, puis ainsi de suite. Donc, ici, c'est la covariance de bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau, et ainsi de suite. Donc, cette matrice-là, donc, c'est chacun des éléments. Donc, l'élément IJ de sigma carré fois C, son élément IJ, c'est égal, bien sûr, la covariance de bêta I chapeau, bêta J
chapeau. Donc ça, s'appelle cette matrice-là. Si je multiplie cette matrice par sigma carré, on obtient les covariances des bêta I avec des bêta J, donc ce qu'on appelle la matrice de covariance. En fait, la matrice XX à Monzon, c'est la matrice de covariance des XI. Donc, si on veut des corrélations, ben, il faut normaliser, il faut prendre des XI normalisés, puis on trouve, on divise par les sigma carrés, puis on trouve la matrice de corrélation aussi. Donc, cette matrice est l'une des matrices très importantes. Donc, c'est la matrice XTX-1 qui nous permet de faire plein de choses. Donc, qui nous permet de résoudre tous les systèmes. En fait, juste à titre indicatif, tout ce qu'on fait ici, c'est valide même pour la régression simple. Donc, si vous voyez ici, même si je reviens au système ici, au système matriciel, c'est la même chose pour la régression simple, mais on a juste, la matrice X devient une matrice à 2 colonnes. Donc, c'est vraiment la même chose, la régression multiple est vraiment une continuation de la matrice simple. Donc ici, on a trouvé, avec ça, on peut trouver la solution. Donc, on trouve généralement l'estimateur de tous les bêta J chapeau. Pour l'estimation de sigma carré, le meilleur estimateur, c'est MSE, comme on a vu pour la régression simple. Donc, ça, c'est le SSE sur n-k-1. Donc, regardez ici le nombre de degrés de liberté de SSE des erreurs, c'est rendu n-k-1, ce qui est le même pour la régression simple. Pour la régression simple, c'est k égale 1. Donc, dans le contexte d'une régression simple, on trouve k égale à 1. Et donc, n-k-1, c'est égal à n-2. Donc, on trouve les mêmes solutions exactement. Donc, en fait, c'est quoi SSE? SSE, c'est la même chose, c'est la somme des carrés des résidus, ou la somme des carrés des erreurs, c'est SS, c'est pour ça. Ici, c'est la somme des carrés, puis les EI, c'est la somme des YI moins YI chapeau au carré. Donc, bien sûr, les YI chapeau carré sont les valeurs prédites en utilisant le modèle estimé. Donc ici, comme vous voyez, c'est long généralement à le déterminer de cette façon-ci. Vectoriellement, on peut le trouver très très rapidement. Donc, mais certainement, le plus important, c'est d'utiliser toujours l'équation fondamentale qui est toujours valide. L'équation qu'on a vue, c'est que la somme des carrés totale. Ben, des fois, on utilise généralement, on peut utiliser le terme SST. C'est pour la somme des carrés totale qui est vraiment SYY. Qui est la somme des YI moins Y bar au carré. Donc, ça, c'est le terme qui calcule la variabilité VY. Donc, ce système-là, on l'a déjà vu en régression simple. Donc, ça change pas. C'est la somme des carrés totales, c'est égal à la somme des carrés des erreurs plus la somme des carrés du modèle de régression. La seule différence ici, c'est que ça devient un cas. C'est pour la régression simple, c'est k égale à 1, c'est la même chose, mais c'est définitivement, ça c'est le plus général. Donc, ces valeurs-là, on peut les calculer directement. Donc, comme j'ai dit, SYY, on peut le calculer, c'est la somme des YI moins Y bar au carré. Donc, ce qui est ici. Donc, cette somme-là, est bien connue. On peut utiliser la forme vectorielle, donc ou bien on peut utiliser les formes simples que nous avons appris déjà avant, ce qui est la somme ici, la somme des YI au carré moins la somme des YI de tout au carré sur n. C'est toujours valide. Donc, on peut toujours faire ça. Donc, ici, c'est la somme des YI carrés, on peut la représenter par Y transpose Y aussi. C'est la même chose. C'est plus facile de faire des calculs vectoriels. Les ordinateurs sont construits comme ça, c'est plus facile. Donc, on fait pas des sommes comme d'une manière avec des boucles hautes, on n'utilise jamais ça. Donc, numériquement, c'est pas stable, puis c'est pas bon, puis c'est long. Donc, SSE, on peut aussi le trouver, SSE, c'est égal Y transpose Y moins bêta chapeau transpose fois X transpose Y. Donc, vous voyez, on peut ici le trouver directement avec le calcul matriciel aussi. SSR, de la même façon, on peut le trouver avec les matrices aussi directement. Donc, vous voyez, tous ces calculs, matriciellement, on peut les trouver. Donc, c'est des calculs directement, on peut trouver toutes ces valeurs-là, SYY, SSE, SSR.
Puis, quand on veut calculer les variances de chacune des bêta J chapeaux, ben, on l'estime par le sigma chapeau carré fois le CJJ. Or, le sigma chapeau carré, c'est le MSE, donc c'est le MSE fois CJJ. Donc, si je vais avoir donc ce qu'on appelle le S bêta J chapeau, le S, des fois, on le note par le SE. Donc, SE pour Standard Error. Donc, c'est le standard, généralement, ce qu'on appelle, c'est l'erreur type Standard Error. C'est en français, c'est l'erreur type, on l'appelle des fois. On fait la différence ici lorsqu'on utilise les termes dans le cas où on calcule les variances ou l'écart type d'un estimateur, en fait, d'une statistique. Donc, comme nous avons déjà annoncé avant, chaque statistique est une variable aléatoire et elle a une distribution échantillonnale. Donc, c'est une distribution échantillonnale, elle est différente. C'est pour ça qu'on l'appelle standard error au lieu de standard deviation qui est écart type. Donc, au lieu d'utiliser écart type, généralement, on utilise le mot erreur type. On peut dire ici, c'est SE de bêta I chapeau ou bêta J chapeau. Des fois, on note juste S de bêta J chapeau, c'est comme l'écart type de ça. Donc, on le trouve directement avec la matrice x moins 1, donc de la diagonale. Mais aussi, on peut trouver même, comme j'ai dit, tous les termes de covariance. Donc, en fait, si les epsilon suivent toutes des lois normales 0 sigma carré, il est démontré que pour tout J, le bêta J chapeau moins bêta J sur S bêta J ici, ça suit une student à nu degré de liberté. Donc, on voit ici, c'est la même chose. La seule différence avec la simple, ça devient ici le cas qui est pas 1. Donc, dans le cas de régression simple, ça revient au même, mais le cas égal à 1, ça devient n-1. Donc, si on veut déterminer les intervalles de confiance pour chacun des bêta J, en fait, ici, j'ai mis de 1, mais ça pourrait aller à 0. En général, on s'intéresse plus au poids, ce qu'on appelle les weights de la régression. Le bêta 0, on ne le fait pas, mais c'est la même chose, mais ça s'applique aussi pour bêta 0 aussi. C'est de la même manière. Donc, pour un niveau de confiance à moins alpha donné, l'intervalle de confiance est le suivant. Donc, si on a bêta J chapeau, si on a S bêta J chapeau, on peut calculer l'intervalle de confiance. Veuillez noter que c'est le bêta J chapeau et les S bêta J chapeau vont être donnés par le logiciel, qu'on utilise par exemple R. Je vais juste utiliser Jupyter là pour juste faire un petit exemple. Donc là, vous avez le fichier exemple chapitre 14, .csv, il est disponible sur le site Moodle. Ce fichier Jupyter aussi, il est disponible sur le site Moodle de cours, donc vous pouvez vous pouvez toujours le voir. Donc là, c'est juste commencer à 0. Donc ici, ce qu'on fait, comme vous savez, on va importer les données. Donc on a ici les données qui sont dans un fichier CSV. Donc, si on veut voir c'est quoi ces données-là, bien sûr, ça va donner un data frame. Toujours, c'est comme ça que ça importe R. Donc, ici, si vous voyez, j'ai 3 variables. J'ai Y, la variable réponse. J'ai X1, X2, les 2 variables indépendantes. Pour chacune, j'ai 20 observations. Donc, ici, j'ai 20 observations Y, X1, X2. Donc là, à partir de ça, j'ai besoin de quoi N et c'est quoi K. Excusez-moi, là, si j'ai fait une petite erreur ici, je vais corriger. Donc, c'est bon. Donc, j'ai mis c'est quoi N, c'est quoi K. Écoutez, là, si je peux voir c'est quoi N1, puis c'est quoi K1. Donc, ça va donner... là, ici. OK. Ils sont donnés ici. Donc, N1 égale à 20. K1 égale à 2, c'est ce que je fais ici, c'est le N, c'est le longueur de Y. Puis ici, K1, c'est la longueur, en fait, c'est la largeur de data frame. Il contient combien d'éléments moins 1? Bien sûr, j'ai mis le Y ici, c'est pour ça que je fais le moins 1. Donc, c'est de la même manière, je peux faire un modèle linéaire. Ici, j'ai un modèle à 2 variables. Donc, je peux faire que modèle 1 égale linear model. Donc, c'est le modèle numéro 1. C'est toujours, on crée un objet.
C'est lorsqu'on fait un modèle de régression, c'est lorsqu'on utilise R. C'est un petit peu semblable à MATLAB pour ceux qui sont plus familiers avec MATLAB. C'est juste, je crée ici un objet où je mets dedans tous les résultats du linear model. Donc, c'est de la régression linéaire qu'on fait. Bien sûr, ici, je veux faire l'ajustement du modèle Y en fonction de X1 plus X2. Donc, X1 et X2. Puis, c'est de data 1. J'ai fait des petits mouvements. Donc là, ici, je crée le modèle à partir de ça. Donc, si je vais faire ici le summary model 1, donc là, le résumé de ça, ça va donner, ce qu'on a fait, c'est Y en fonction de X1 et X2. Donc, on voit ici les résidus, ça va donner, un petit résumé des résidus. Puis ça nous donne les coefficients. Donc ça, c'est important. Ici, on voit la première colonne ici, c'est les estimateurs, estimate. On voit bêta 0 chapeau. Intercept, c'est pour l'ordonnée à l'origine. Donc là, c'est bêta 0 chapeau, on a bêta 1 chapeau, on a bêta 2 chapeau. Puis ici, ça nous donne le standard error des bêta. Donc, on trouve le S bêta 0 chapeau, on trouve le S bêta 1 chapeau, on trouve le S bêta 2 chapeau. Donc, si ici, par exemple, je veux savoir c'est quoi l'intervalle de confiance, si par exemple ici, je veux y avoir tout simplement un intervalle de confiance pour bêta 1, donc bêta 1, ça appartient à, donc bêta 1 chapeau, plus ou moins, T alpha sur 2, N moins K moins 1, puis là, fois S de bêta 1 chapeau. Donc là, vous voyez, avec R, on peut trouver directement. Donc, bêta 1 chapeau, c'est égal 0,013. Donc, ça fait 0,013. Plus ou moins, je peux continuer à utiliser R ici pour trouver le bêta. Donc ici, c'est le student, donc ça fait QT, alpha sur 2, si je dis si alpha égale à 5%, bien sûr, là, je ne l'ai pas dit, donc alpha égale à 5%. Donc là, si je fais ça, donc j'ai 0,975, donc je peux faire ici 0,975. Donc le nombre de degrés de liberté ici, ça va être n moins k moins 1, je peux faire comme ça, n1 moins k1. Donc, je vais le trouver, c'est égal à 2,11. Donc, je peux l'utiliser directement ici. Donc, ici, j'ai 2,11 fois le S bêta 1 chapeau que j'ai ici. Donc, c'est 0,041. Donc, 0,041. Puis, je peux trouver un intervalle de confiance pour bêta. Donc, la même chose, je peux le trouver pour bêta 0, je peux le trouver pour bêta 2. Donc, de la même façon, puisqu'on a les valeurs. Même en examen, on vous demande jamais de calculer les bêta chapeaux, les S bêta chapeaux à la main. C'est pas faisable. Donc, généralement, on vous les donne. Vous pouvez pas les trouver vous-même à la main. Vous pouvez là, mais c'est un travail difficile. Donc, quand on parle de plusieurs variables, généralement, oui, on parle d'intervalle de confiance, mais on parle aussi d'intervalle de confiance simultané ou ce qu'on appelle région de confiance. En fait, supposons que j'ai deux variables, juste pour faire un cas qui est simple, supposons que j'ai ici deux variables, donc j'ai bêta 1 et bêta 2, c'est juste pour faire tout court. Puis je veux trouver une région. Donc normalement, je trouve un intervalle là, puis je vais trouver un autre intervalle pour le deuxième. Donc là, tout ce que je veux y avoir une probabilité 1 moins alpha à l'intérieur. Donc là, le 1 moins alpha à l'intérieur, généralement, lorsqu'on a une seule variable, alpha, on va le partager des deux côtés, alpha sur 2, alpha sur 2. Mais là, on a 4 régions. Donc, on va y avoir alpha sur 4, alpha sur 4, alpha sur 4, alpha sur 4. Supposons que j'ai 3 variables, donc là j'aurai un cube, donc là avec ce cube-là, je vais représenter par alpha sur 6, alpha sur 6, alpha sur 6. Donc en fait, la règle générale, c'est quoi? Si j'ai toute une région, là je vais avoir pour chaque élément de la région, donc supposons que je veux faire G coefficient bêta J, et pour un niveau de confiance à moins alpha donné, l'intervalle de confiance pour bêta J est le suivant. Donc là, bêta J appartient à bêta J chapeau, plus ou moins T alpha sur 2G. Donc là, c'est le sur 2G pour représenter toute la région. Donc là, je répartis l'alpha sur chacune des régions. Vous voyez, ça revient à la même chose. Puis ça constitue une région de confiance simultanée pour les G coefficients bêta J.
Pour les intervalles de prédiction et l'intervalle de confiance, donc l'intervalle de confiance pour l'espérance des Grecs sachant un vecteur x0, donc pour une valeur donnée de x0 qui est 1, x01, x02 jusqu'à x0k transpose, donc c'est un vecteur normalement colonne de x, la moyenne correspondante de y est la suivante. Donc là, la moyenne de y, c'est l'espérance de y sachant x0. Normalement, c'est bêta 0 plus bêta 1, x01 plus jusqu'à bêta k x0k, qui est x0 transpose fois bêta. Donc là, c'est ça la valeur qu'on trouve, sauf qu'on va utiliser la valeur, l'estimation ponctuelle de ça, où on utilise bêta chapeau puisqu'on ne connaît pas bêta, donc on trouve y0 chapeau, c'est égal x0 transpose bêta chapeau directement. Pour un niveau de confiance à moins alpha donné, l'intervalle de confiance pour l'espérance de y sachant x0 est le suivant. Donc là, ça va faire y0 chapeau, plus ou moins t alpha sur 2 n moins k moins 1 fois la racine carrée de MSE fois cette valeur quadratique. Donc là, c'est une quadratique, comme vous savez, x, si les variables x sont toutes linéairement indépendantes, donc la matrice xtx, c'est une matrice symétrie définie, matrice définie positive, et dans ce contexte-là, ça c'est une forme quadratique qui donne une valeur positive, on est certain normalement, puis tout ça, ça va très bien. Donc est-ce qu'on le calcule à la main? Non, on calcule pas ça à la main. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut, mais on peut le faire directement avec R. Donc la même chose pour l'intervalle de prévision pour prédire une valeur de y. Sachant x0, ben, l'estimation ponctuelle, ça va rester toujours le même. C'est y0 chapeau qui est x0 transpose fois bêta chapeau. Puis l'intervalle de confiance, donc vous voyez, c'est la même chose, sauf que ici, on fait le 1 plus toujours. C'est notez bien que toujours l'intervalle de prévision, parce que pour prédire n'importe quelle observation, c'est pas en moyenne, c'est quoi? Donc, généralement, la variance est supérieure à MSE ici, parce que c'est MSE facteur de 1 plus. Notez bien que cette valeur-là, c'est toujours inférieur à 1. C'est comme la régression simple. Donc ici, c'est toujours inférieur à MSE, ce terme-là. Par contre, ici, c'est supérieur à MSE, ce qui rend que cet intervalle est plus grand. Donc, si par exemple, là, je vais revenir à R, à Jupiter, je vais revenir après à Nova, mais si je veux faire la prédiction, ici, je peux choisir deux valeurs, donc x1 et x2, puis je peux faire predict. Donc là, avec R, je peux choisir l'intervalle. Est-ce que je veux un intervalle de confiance ou un intervalle de prédiction? Puis je peux choisir le niveau alpha. Donc le level, c'est 5%, 10%. Donc là, si je le fais intervalle de confiance 5%, ben, pour faire des choses pareilles, je peux choisir ici 5% aussi. J'ai fait 2 fois 0 point. Donc là, on trouve ici l'intervalle. Donc, vous voyez ici, c'est un modèle à peu de variation, là, soyons d'accord. Mais là, je peux très bien voir que l'intervalle de prédiction, il est un petit peu plus large que l'intervalle de confiance. Donc, c'est vraiment, on les calcule avec le logiciel, c'est pas des choses qu'on va calculer à la main. Il n'y a aucun intérêt de les calculer à la main, mais vous savez d'où ça vient. Le plus important, c'est que n'importe qui peut utiliser n'importe quel logiciel et calculer ça. Donc, même si on n'a pas R, ben, pourtant on devrait toujours l'avoir. Donc, ceci étant dit, c'est ça les intervalles de prévision. Des fois, on parle de l'intervalle de prévision. En fait, c'est ce qui est très important ici, c'est que quand on fait la prédiction, on fait toujours ce qu'on appelle l'interpolation et non l'extrapolation. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire je peux pas prendre des valeurs qui sont dans un intervalle donné. Après, quand je fais ma prédiction, je le fais dans un autre intervalle. Je vous donne un exemple très très simple de ça. C'est ce qui a fait Newton pour la mécanique classique, ça s'applique toujours. Mais Newton, il a jamais fait des essais où il a jamais fait la mécanique classique, il a jamais appliqué pour des photons. C'est là où après on a vu la relativité restreinte, puis on a vu la limitation de la mécanique classique. Mais par contre, tout ce qui est dans les intervalles où la mécanique classique ça s'applique, ça va toujours s'appliquer. Donc là, c'est très important de faire tout dans les valeurs où on est
supposé ou on est supposé ou on a fait déjà l'expérience. Donc, si on a fait toutes nos valeurs, on a fait toutes les données ou toutes les observations que nous avons prises, c'est dans un intervalle donné, je vais pas après prédire donc quelque chose qui est à l'extérieur de cet intervalle, ça devient ce qu'on appelle l'extrapolation. Donc là, nous on fait juste l'interpolation, c'est là où ça fonctionne. Donc on ne doit pas sortir du cadre où on a appris ou bien où on a déjà évalué notre système. Donc, dans le cas aussi où on veut la moyenne de P observation, donc des fois, on cherche à faire une moyenne de P observation. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'estimation de Y bar avec P. C'est les P observations. Donc là, c'est Y, 0 chapeau, la même chose. C'est toute la même chose aussi, mais ça, c'est le 1 sur P qui est différent. Donc, vous voyez, si P égale à 1, on obtient un intervalle de prévision. Si P tombe vers l'infini, on obtient un intervalle de confiance parce qu'on va parler de la moyenne générale. Donc, grosso modo, c'est les, euh, les valeurs. Donc là, c'est là où on commence le sérieux, les tests. Donc, le premier test qu'on fait, c'est le test de signification globale. En fait, là, je vais juste continuer avec le modèle qu'on a fait avec R. Donc là, j'ai Y égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus epsilon. Donc là, j'ai un modèle avec deux variables. Donc la première chose, ben là, dans la vraie vie, on peut être face à un modèle à plusieurs variables, un très grand nombre de variables. Donc, dans le contexte où on a un grand nombre de variables, la première chose qu'on veut faire, est-ce que le modèle contient au moins une des variables qui contribue? Y a-t-il au moins quelque chose dans ce modèle-là? C'est ça ce qu'on appelle le test de signification globale ou le test global de signification. En fait, si on veut vérifier si globalement le modèle de régression est significatif, on effectue le test suivant. Donc, ce test d'hypothèse qu'on a ici, donc qui est donné par ici, c'était bêta 1 égale à bêta 2 égale à bêta k, c'est égal à 0. Donc, vous voyez, il n'y a pas de bêta 0 ici, ça ne m'intéresse pas. Donc, si on le fait dans ce contexte-là, on peut faire H0. Est-ce que bêta 1 égale à bêta 2 égale à 0 contre H1, bêta 1 est différent de 0 ou bêta 2 est différent de 0. Donc, on veut savoir, y a-t-il au moins un des deux qui est non nul? Y a-t-il au moins un des deux qui vaut la peine d'étudier ce modèle-là? Donc, la statistique du test, c'est ce qui est donné par le tableau d'analyse de variance. Donc là, on a vu l'équation fondamentale tout à l'heure. Donc, c'est avec les SSE, les SSR et tout. Donc là, on détermine F0 qui est MSR sur MSE. Donc ça, c'est la statistique du test. Donc toujours, comme j'ai dit, à partir du chapitre 10, on parlait des tests d'hypothèses, c'est toujours, il faut bien identifier les hypothèses, calculer la statistique du test, puis après ça, faire la décision, donc trouver la région critique et faire la décision. Donc ici, si vous voyez clairement, la statistique du test, c'est F0 qui est MSR sur MSE. Ça suit une loi de Fisher. À nu1 égale k, à nu2 égale n moins k degré de liberté. Donc, c'est la même chose comme pour la régression simple. Pour la régression simple, la seule différence, c'est que ce modèle-là, il y a un seul x. Donc, c'est vraiment, ça calcule juste pour ce x-là. Ici, c'est différent parce qu'on a plusieurs x, donc ça veut calculer pour tout en même temps. Donc, quand est-ce qu'on rejette H0? Ben, la région critique, lorsque F0 est supérieur à F alpha, nu1, nu2. Ce test est généralement présenté dans le tableau d'analyse de la variance qui a toujours le même format. Si on a un cas simple, le cas devient 1, puis c'est toute la même chose. Donc, si on le fait pour le modèle qu'on vient de voir avec Jupyter, qu'on a fait avec R, donc là, je vais retourner à Jupyter ici. Donc ici, c'est ça le modèle qu'on a. Donc on a fait le résumé, donc les summary, j'ai fait ça. Donc là, si on fait ANOVA modèle 1, donc il est très important ce qu'il fait R. R est vraiment très puissant. Il fait beaucoup plus que ce qu'on a besoin nous-mêmes. Donc là, il va donner en fait toutes ces affaires. Donc là, ça va nous donner
ici, ça va donner la somme des carrés de x1 dans ce modèle-là. Ici, ça va donner la somme des carrés de x2 étant donné x1. C'est pas, ce tableau-là n'est pas matière de notre cours, mais vraiment c'est un modèle qui est intéressant que ça nous donne. Nous, ce qu'on a besoin, parce que ça ne donne pas de SSR. Nous, pour le test global, j'ai besoin de SSR. Entre parenthèses, c'est quand on fait le résumé du modèle, le summary, si vous voyez ici, donc il nous donne le residual standard error, donc ça c'est la racine carrée de MSE. Cette valeur-là, ça représente la racine carrée de MSE. Il nous donne les degrés de liberté, donc c'est 17 degrés de liberté pour MSE, donc puis il donne ici le R carré, donc on va revenir, il donne la F statistique, donc ça c'est la F0. Donc ça, techniquement, on va trouver ici, c'est égal à 30,23. Donc là, R, il nous donne ça directement, il nous dit ça c'est avec 2 et 17 degrés de liberté et il calcule la p-value, donc la valeur P du test directement. Donc R, il nous donne tout ça dès le début dans le résumé. Et le tableau ANOVA, c'est même. Mais ceci étant dit, on peut le trouver. Donc si moi je veux trouver le ANOVA, ce modèle-là, donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très simple qu'on peut faire souvent. Donc je peux faire names, puis les choses que ça, donc il va me donner tout ce qu'on a avec ça. Donc ici, si je fais ANOVA modèle 1, puis je fais le 2, la deuxième colonne, ça va me donner les sommes des carrés. Si je fais le 3, ça va donner les carrés moins. Donc quand je fais le K1 plus 1, ça veut dire le nombre de variables plus 1, ça va me donner quoi ici? Ça va me donner SSE. Donc si je veux construire ces valeurs-là, donc je peux trouver ici c'est quoi SSE? SSE du modèle 1, c'est ANOVA modèle 1, K1 plus 1, puis 2, c'est ça ce qu'on a fait ici, ça va me donner SSE. Ben, aussi, on peut trouver SSE, là, je l'ai mis à titre indicatif, vous allez voir partout. Donc, on peut le calculer aussi, c'est la somme de modèle 1 residuals au carré. Donc, je peux trouver les résidus, je les mène au carré. C'est un travail, je peux pas faire le travail deux fois, et surtout si j'ai beaucoup de valeurs, si n est très grand, c'est pas ça ce qui devrait être fait. SSE, je l'ai dans ce tableau-là. Donc, puis tout ça, tout ce qui est dans mode 1, c'est déjà des valeurs. C'est un objet qui contient tout ça, donc ça a été calculé. J'ai pas besoin de les recalculer. Je peux trouver MSE. Ben, en fait, c'est SSE sur le nombre de degrés de liberté, ou bien je peux le trouver directement dans la troisième colonne, en fait, du tableau ANOVA. Donc, directement. MSR, ça, je l'ai pas ici, mais par contre, je peux le trouver. C'est la F0 fois MSE. Donc, vous voyez, là, je fais un travail un petit peu à l'envers ici pour juste déterminer ça. Donc, je peux calculer le SST ou le SYY. On peut calculer aussi la p-value. Donc, c'est la probabilité que c'est supérieur. Si j'ai l'affichage juste pour que vous voyez c'est quoi. Donc là, si j'affiche tout ça, donc ça va donner ce tableau ici. Donc le tableau directement d'ANOVA comme affiché dans le cours. C'est ça le tableau standard d'ANOVA en fait. J'ai la source de variation qui est régression résidu au total, la somme des carrés de la régression résidu totale, les degrés de liberté. Désolé si en français je l'écris degrees of freedom, mais c'est 2 et 17. Donc, sont toutes calculées ici, puis on peut l'afficher aussi de la même manière. Donc là, ce tableau-là, donc ici, je trouve F0 qui est 30,23. C'est ça ce qu'on a dit tantôt, donc on le trouve directement. Donc ici, c'est ça la statistique du test. Quand est-ce qu'on rejette H0? On a dit on rejette H0 si F0 est supérieur à F alpha K qui est de 17. Donc, si je prends alpha égale à 5%, ici, donc on peut calculer F de 0,05 de 17. On peut le trouver ici, on va continuer à utiliser R, bien sûr. Donc là, je vais calculer donc 0,95. Donc, toujours, je fais le 1 moins, là, pour ne pas faire, parce que les percentiles qu'on utilise, les quantités qu'on utilise c'est toujours ce qui est à droite. Donc, on voit pas ce qui est
à gauche. Donc, on cherche ce qui est supérieur, c'est pas ce qui est inférieur. Donc, ici, ça fait 2 et 17. Donc, on le trouve ici 3,59. Donc, si je prends ici 3,59, évidemment, le 30,23, il est supérieur à 3,59. Donc, ici, certainement, on rejette. Donc, on rejette H0. Donc, si on a rejeté H0, ça veut dire qu'il y a au moins un des bêta J, au moins un des bêta J et il en est. Donc, c'est quoi notre conclusion ici? C'est toujours au seuil critique qu'on a utilisé. Donc, ici, on a utilisé le seuil critique alpha égale à 5%. Toujours, alpha égale à 5%. Donc, le modèle est globalement significatif. Donc là, c'est ça ce qui est important, c'est que le modèle est globalement significatif, ça veut dire qu'il y a au moins une des variables qui contribue significativement au modèle. Et c'est ça le test de signification globale. Donc, quand on trouve que notre modèle est significatif, on peut faire les tests individuels. Donc, c'est quoi les tests individuels? Bon, en fait, en général, on peut tester si un coefficient bêta J vaut une valeur donnée, ce qu'on appelle bêta J0. Est-ce que ça vaut cette valeur-là? On effectue alors le test des hypothèses, donc c'est la même chose, H0, bêta J égale bêta J0, contre bêta J différent de bêta J0. La statistique de ce test, c'est T0, qui est bêta J chapeau, moins bêta J0 sur S bêta J chapeau, qui suit une student. Donc c'est la même chose comme on a vu pour la régression simple. Ben, bien sûr, ici, K peut être différent de 1, donc les degrés de liberté, c'est N moins K moins 1. Donc, au seuil critique alpha, on rejette H0 si la valeur absolue de T0 est supérieure à T alpha sur 2, N moins K moins 1, ou de manière équivalente si la p-value qui est égale 2 fois la probabilité que T supérieur à la valeur absolue de T0 est inférieure à alpha. Notez bien que la valeur P, ou la p-value, c'est toujours donné par R, ou les logiciels en général donnent cette valeur. Donc, c'est une valeur qui est toujours donnée, on le voit clairement. Donc, pour tester si la variable xj contribue au modèle d'une façon significative, généralement, on veut voir si elle est égale à 0 ou pas. Donc, si le bêta j est égal à 0, ça veut dire que la variable xj ne contribue pas au modèle. Donc, si on regarde le cas avec Jupyter, le cas que nous avons traité, donc dès le début, lorsqu'on a fait les résumés, bien sûr, on a trouvé ici les bêta J chapeau et les S bêta J chapeau. R, il nous a donné aussi les T0 et il donne aussi les p-values. Ben, c'est certain, ça nous donne tout. On voit ici, par exemple, directement que les p-values sont très petits. Donc, ce qui nous laisse croire que les variables sont significatives. Mais ceci, il faut toujours faire le test. C'est les 4 étapes. Il faut que ça soit clair. Donc, c'est ça le plus important. Donc, si ici, on teste H0 bêta J égale à 0 contre H1 bêta J est pas égal à 0, bien sûr, pour les J égale à 1 ou 2. Donc là, ce qu'on fait, c'est J, ça pourrait être égal à 1 ou égal à 2. Donc, on peut calculer le T0J, par exemple ici, puis on peut après faire le test. Donc, le T01, c'est égal à quoi? On a dit le T01, c'est égal bêta 1 chapeau sur S de bêta 1 chapeau. Puis ça, c'est égal. Donc, on a la valeur de bêta 1 chapeau ici, c'est 0,013 sur de 0,004. Puis, on trouve ici, c'est le 3,14. Donc, ici, on a 3,14. Donc, généralement, à l'examen, on ne vous donne pas le T0, on va vous donner les bêta chapeau, on va vous donner, on va faire le calcul, on vous donne ces valeurs-là, puis c'est vous devez juste faire les variations. Donc, T02, c'est bêta 2 chapeau, qui sur S de bêta 2 chapeau, puis ça, c'est égal. Donc, bêta 2 chapeau, c'est égal 34,89. Vous voyez, elle est ici, 34,89, puis S bêta 2 chapeau, il est là, c'est 8,25. Puis on trouve ici directement le T0 qui est 4,23.
Donc, quand est-ce qu'on rejette H0? Ben là, si on prend alpha égale 0,05, donc on voit ici, c'est quoi le T0025 de n moins k moins 1, donc n égale à 20, donc ça fait, si on le fait ici, c'est 17 en fait, on l'a vu ici, ça fait 20 moins 2 moins 1, donc on le voit ici, c'est 17. Donc, on peut le calculer, cette valeur-là, c'est sûr, ça va être inférieur à ça, puisque la p-value, elle est si petite. Donc, on peut aussi toujours utiliser ça. Donc, on l'a ici, on l'a calculé, c'est de 2,11. Donc, ici, ça fait 2,11 pour les deux, c'est la même chose. Donc, si c'est 4,23, donc on voit que les deux sont supérieurs à 2,11, donc on rejette H0 pour les deux. Donc ici, on rejette H0 pour bêta 1 et bêta 2. Donc là, bêta 1 est différent de 0 et bêta 2 est différent de 0. Donc, c'est quoi la conclusion? Au seuil critique, alpha égale à 5%. Qu'est-ce qu'on dit? On peut dire, ou bien on peut confirmer que les deux variables contribuent significativement au modèle. Au modèle. Donc, comme vous voyez ici, il y a deux choix, ou bien on utilise le T0 et le T-alpha. Sinon, on pouvait directement utiliser le p-value directement. Ici, je dis le p-value, c'est égal la probabilité, deux fois, en fait, la probabilité que T17 est supérieur à la valeur absolue de T0i. Puis là, je peux le trouver, c'est égal dans le cas 1, dans le premier modèle. Pour x1, je peux le trouver ici, ça fait 0,005 pour 1. Puis pour 2, je peux le trouver, c'est égal ici, 0, ils sont ici 6, là, 59. Puis ici, on peut le trouver, c'est 0,0006 pour le deuxième, puis les deux sont inférieurs à alpha, c'est la même chose, c'est la même conclusion. Donc, vous voyez, c'est la même chose, on peut aussi utiliser le p-value, mais il faut voir c'est quoi le p-value, il faut savoir tous les calculs pour le faire. On n'a pas besoin de faire les calculs, mais la compréhension d'où ça vient et comment on l'utilise, c'est très, très important. Donc, c'est vraiment ça le gros d'un modèle linéaire multiple. Donc là, si on retourne au slide, bien sûr, on est rendu à peine à la moitié. C'est pas fini, il reste des choses. Donc là, bien sûr, il y a le coefficient de corrélation multiple. Donc, le coefficient de corrélation multiple, c'est quoi? C'est que R carré, c'est SSR sur SYY. C'est ça ce qu'on a vu dans le modèle simple. Sauf qu'il y a quelque chose qui est très important. Supposons là, je vais juste faire quelque chose qui est simple. Supposons ici, je prends y égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus epsilon. Là, j'ai les mêmes valeurs, les mêmes observations, mais je veux faire deux modèles. Donc, j'ai l'autre modèle y égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus epsilon. Donc, disons les primes. Qu'est-ce qui arrive ici? Donc, ici, le SSY, le SYY ou le SST, c'est le même pour les deux. Parce que les valeurs des Y n'ont jamais changé. Mais ici, le SSR, c'est ça, alors qu'ici, le SSR, c'est celui-là. Donc, vous voyez, si je prends le SSE, c'est ça. Mais ici, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va y arriver? Ici, qu'est-ce qui t'arrive à cette valeur-là? En fait, ces deux-là ensemble, ça va être comme des erreurs ici. Si je considère un modèle simple, ce qui est représenté ici va être en erreur. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est un modèle qui est toujours en équilibre. Le SST, c'est toujours constant. Donc ça, c'est une valeur constante, c'est une somme constante. Puis, à partir de cette somme, qu'est-ce qui va y arriver? Ben, si le SSR augmente, ben, le SSE diminue. Donc, chaque fois
que j'ajoute une variable au modèle, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va augmenter le SSR parce que je vais avoir plus de variables et ben, d'où ça vient cette augmentation? C'est une diminution de SSR parce que, anyways, le SY, il ne change pas. Et c'est ça l'équation fondamentale qui est SYY. Donc l'équation fondamentale qui est SYY, c'est égal à SSE plus SSR. Donc ça, c'est toujours valide. Donc vous voyez, c'est ça ce qui est important ici, c'est que cette équation, ça reste toujours constante. Donc là, quand j'ajoute, donc ici, qu'est-ce qui arrive? Si j'ai un modèle avec beaucoup de variables, plus j'ajoute des variables, plus le R carré augmente. Parce que là, si le SSR augmente, le SYY est constant, ben le R carré va augmenter. Donc là, c'est une aberrance. J'augmente mon R carré alors que ça se peut que j'ajoute juste du bruit. Même si j'ajoute du bruit, c'est du bruit qui est enlevé des erreurs. Je peux le mettre dans la régression, ça fait ça. Donc là, ici, ce qu'on utilise en général pour le modèle multiple, on utilise le plus ce qu'on appelle le R carré ajusté. Donc là, on prend le R carré, on l'ajuste par rapport au nombre de variables qu'on a utilisées. Donc, généralement, c'est MSE sur SYY sur N-1. Donc là, c'est comme on l'ajuste avec le nombre de degrés de liberté. En général, on parle jamais de coefficient de corrélation multiple, on l'utilise jamais, mais des fois, on parle R, c'est égal à racine carrée de R carré. Ben, c'est pas un coefficient qui est important, mais le R carré ajusté, on l'utilise, c'est le plus souvent. Donc, si on revient ici à Jupyter, puis on voit le résumé ici, il nous donne le R carré multiple, puis après, il nous donne le R carré ajusté. Donc, vous voyez, il est un petit peu plus petit parce que ça considère qu'il y a deux variables. C'est très important de voir tout ça, puis bien sûr, à la fin, là, c'est comme la régression linéaire simple, je ne vais pas y revenir là-dessus, là, c'est la même chose. On vérifie toujours que les résidus doivent suivre la loi normale, les résidus doivent varier de façon constante, donc la variance sigma carré constante, ce qu'on dit, c'est l'homocédasticité ou l'homogénéité de la variance des résidus. Puis, bien sûr, les résidus doivent être aléatoires, non corrélés. Donc, si je prends ce modèle-là, ben, je peux faire les résidus. Donc, ici, on peut voir ici les résidus, les valeurs, les résidus en fonction de Y chapeau. Donc, c'est le cas. Donc, vous voyez, c'est un bon modèle ici. C'est un bruit, il n'y a pas de corrélation. La variation est quasiment constante. Là, il est quand même bon. Si je vois ici le quantile, la normalité, ça suit quasiment la loi normale des points. Donc, c'est un modèle qui est assez bon. Donc, puis là, on peut faire toutes les prédictions, tout ça. Donc, si je prends un autre exemple, puis je vous rappelle aussi que cet exemple-là aussi est disponible sur le site Moodle. Donc, voilà, c'est là. Donc, si vous pouvez le voir, ce data-là, on a ici 4 variables. Donc, j'ai la variable Y et 4 variables X, donc X1, X2, X3, X4, puis N égale à 12. Donc, on a 12 observations de Y en fonction des XI. Donc là, de la même manière, ici, c'est N égale. Donc, si on le fait N2 puis K2, c'est juste pour nous dire exactement. Donc, N2 égale à 12, K2 égale à 4. Donc, si on ajuste le modèle pour les 4 variables, puis on fait notre summary. Donc, je vais faire les calculs, juste, ben voilà la NOVA, puis on va faire le tableau d'analyse de la variance. Donc voilà, on a ici le tableau d'analyse de la variance, il est là. Donc si on veut tester ici si notre modèle est globalement significatif. Donc là, on commence, ben non, on a un modèle, le modèle c'est Y égale bêta 0, ben c'est un petit Y ici, mais c'est pas grave, plus bêta 1 x1, plus bêta 2 x2, plus bêta 3 x3, plus bêta 4 x4, plus epsilon. Donc, c'est le modèle qu'on a. On a le modèle, on a sorti l'analyse de la variance, le tableau d'analyse de la variance, le tableau ANOVA de la régression. Donc, on veut tester H0, est-ce que bêta 1 égale à bêta 2 égale à bêta 3 égale à bêta 4 égale à 0 contre H1 au moins 1 des coefficients bêta J et non nul. Bien sûr, J égale 1, 2, 3 et 4. Je m'en fous de 0.
Donc là, ici, si je fais ça, la statistique du test, c'est F0 qui est égal à MSR sur MSE. Comme je vous ai dit, ça se calcule à l'aide logicielle. On vous donne SSE, SSR généralement, ou SYY. Vous pouvez continuer le tableau. Écoutez, là, c'est simple, les degrés de liberté. MSR, c'est MSE. C'est MSR, c'est SSR sur 4, puis ainsi de suite. C'est la même chose. Donc, c'est vraiment, c'est du calcul. Donc, vous voyez, SSR, c'est 49,57 sur 4, on obtient MSR. Okay. SSE, c'est égal 1700, donc 1700, je divise sur 7, je trouve 242,7. J'ai ici MSR sur MSE, donc ça fait 1239,31 sur 242,72. On trouve F0, c'est égal à 5,106 ou 5,11. Donc, quand est-ce qu'on rejette H0? Donc, on rejette H0 si F0 est supérieur à F alpha, K, N moins K moins 1. Donc ici, si on prend alpha égale à 5%, K, ben, c'est déjà égal à 4, N égale à 12. Donc si on prend F de 0,05, donc 4, 12 moins 4 moins 1, ça fait 7. Donc, on peut calculer ça directement à l'aide de R ici. Donc, QF. Donc, ici, on a 0,95. Donc, on a 4, 7. Puis, on exécute. On trouve c'est égal à 4,12. Donc, bien sûr, 5,11 est supérieur à 4,12. Ben, donc, on rejette H0. Puis là, puisqu'on rejette H0, donc au seuil critique, alpha égale à 5%. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, le modèle est globalement significatif. Et globalement significatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le modèle est globalement significatif? Ça veut dire qu'il y a au moins une des variables qui contribue. Donc là, si on va faire les tests individuels, donc là, si on veut tester H0, bêta J égale à 0 contre H1, bêta J est pas égal à 0, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on a? On a la statistique, c'était 0. Donc là, ici, J égale 1, 2, 3 et 4. Donc là, on va y avoir les J, puis le T0J. Donc, J, c'est 1, 2, 3 et 4. Donc, on va les avoir du tableau du résumé. Donc, voilà, ils sont là. Donc, on a 1,64, 1,64, 1,68. On a 0,601, puis 0,02. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est le T alpha sur 2, 7 n moins k moins 1, donc on peut le calculer ici. Donc ici, si je fais QT 0,975, 7, donc ici, si on fait QT 0,975, 7, on trouve ça, c'est égal ici à 2,36. Donc, y a-t-il une de ces variables-là, une de ces valeurs-là qui est supérieure à 2,36? Donc, sont toutes inférieures. Donc là, on ne rejette pas H0. Et ça pour toutes les J. Donc, au seuil critique alpha égale à 5%, aucune des variables ne contribue à ce modèle. Ne contribue à ce modèle. Ben, c'est un grand problème, parce que là, on a fait le test global, on a trouvé que le modèle est globalement significatif, c'est-à-dire qu'il y a au moins une qui contribue, puis là, oups, il y a
pas une variable qui contribue dans ce modèle-là, ça c'est un cas qui est vraiment très très connu, c'est un cas de multicollinéarité. Ici, on a des matrices, la matrice XTX, quand la matrice XTX devient mal conditionnée, on ne parle pas d'une matrice singulière, mais elle devient mal conditionnée, donc ça va créer un très grand problème, donc il y a une instabilité numérique pour calculer toutes les valeurs et tout, donc ça cause un très grand problème. Donc si vous le voyez ici, c'est vraiment c'est un problème qui est connu. Il faut faire attention, on le trouve, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne peut pas utiliser toutes ces variables ensemble. Ça veut dire si je fais un modèle, je ne dois pas mettre toutes ces x. Donc je dois éliminer quelques-unes, donc il faut faire de l'élimination. Donc, comment on fait l'élimination? Donc, ici, comment on élimine ou on ajoute une ou plusieurs variables. En fait, supposons que j'ai un modèle de régression linéaire multiple. L'ajout d'une ou de plusieurs variables s'accompagne toujours d'une augmentation de SSR et d'une diminution de SSE. Donc, c'est ça ce qu'on a dit. On peut tester si l'ajout de ces variables dans le modèle est utile à notre modèle qui est composé déjà de x1, xq. Supposons ici. Je vais illustrer un petit peu. Donc ici, j'ai un modèle qui est y égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus jusqu'à bêta q xq. Puis là, je veux voir, est-ce qu'à ce modèle, si j'ajoute bêta q plus 1, xq plus 1, plus jusqu'à bêta p xp plus epsilon, est-ce que l'ajout de ces variables-là, ça vaut la peine ou pas? Supposons qu'on est dans un modèle où on a des milliers de variables. Je ne veux pas éliminer une variable à la fois. Donc, généralement, je peux les subdiviser en ensemble, puis je peux éliminer par ensemble. Donc là, ça me simplifie la vie. Je peux éliminer par plusieurs variables en même temps. Donc là, comment je fais ce modèle-là? Donc, j'ajuste un modèle simple qui est juste composé, un modèle réduit, qui est juste composé des Q premiers, puis un modèle complet qui est composé de tout ça. Donc là, ça, j'ai le modèle complet. Donc ça, c'est le modèle complet. On a juste le modèle réduit qui est, donc c'est quoi le modèle réduit? C'est juste le Y égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus jusqu'à bêta q xq plus epsilon. Donc je fais un modèle réduit qui est composé juste de ça. En fait, c'est quoi le modèle complet? Donc, si on prend le modèle complet, je vais juste... C'est ici, là, juste pour dire... ça, c'est le modèle réduit. Puis là, si je dis le modèle complet, ça va être tout ça. Puis là, l'idée, c'est quoi? On veut tester si les variables de Q plus 1 jusqu'à P, est-ce qu'ils sont toutes nulles, les bêtas, ou bien il y a au moins une qui est non nulle. Ce test est vraiment classique pour les modèles linéaires. Pour cela, on considère les deux modèles. Donc, on construit deux modèles, on a juste deux modèles. Puis avec ces deux modèles-là, la statistique du test est F0, qui est SSE du modèle réduit moins SSE du modèle complet sur P moins Q. Le tout sur MSE du modèle complet. Donc, on peut utiliser juste les SSE pour faire ça. Donc, si je reviens au modèle à 4 variables, donc là, on avait le modèle à 4 variables suivant. Je vais faire ici un modèle 4. Là, je retourne sur le modèle 3 tout à l'heure. Donc, si je fais un modèle, donc vous voyez ici un modèle juste avec x1. Donc ici, tantôt, on avait le modèle avec 4 variables. Donc là, si je retourne ici, on avait le modèle complet qui est y égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta 3 x3 plus bêta 4 x4 plus epsilon. Puis là, je fais un modèle réduit qui est y égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus epsilon. Donc, je prends le data 2 ici, j'ajuste un modèle y en fonction juste de x1. Donc, je fais le modèle 4 ici. Donc, je vais l'obtenir. Je vais faire le tableau d'analyse de la variance. Donc, ici, c'est ça le tableau d'analyse de la variance, je le trouve. Donc, j'ai ici, si je prends ici F0, donc ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire le test. Ici, c'est quoi le test qu'on veut faire? C'est le test H0. Est-ce que bêta 2 égale à bêta 3 égale à bêta 4 égale à 0?
contre H1, est-ce que bêta 2 est non nul ou bêta 2, 3 est non nul? C'est comme le test global, mais c'est pour juste une sélection des variables. Bêta 4 est non nul. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ce qu'on fait ici, c'est on prend SSE du modèle réduit, moins SSE du modèle complet, bien sûr, sur le nombre de variables qu'on a ajouté ici, c'est 3, sur MSE du modèle complet. Donc ça, c'est la statistique F0. Donc cette statistique-là, on peut la calculer ici. C'est quoi le F0 le SSE du modèle réduit? On l'a ici, 2897,33. Moins, c'est quoi le SSE du modèle complet? On vient de le voir tantôt, c'est 1600, c'est le modèle 2. Et là, c'est le 1699. 1699. Le tout sur 3. Tout ça sur le MSE du modèle complet. Donc, qui ici, c'est le 242,72. Puis, on peut calculer ça. C'est ça le bonheur quand on fait un. Donc, ici, j'ai fait mon modèle 4 et modèle 2. Donc, ici, je peux faire à nouveau modèle 4, modèle 2. Donc, je donne le modèle réduit, le modèle complet. Je fais ça. Vous voyez, ça me donne tout. Ça me donne le SSE du modèle réduit. Donc, ce qui est 2897,33. Il a 10 degrés de liberté. Ça, il a 7 degrés de liberté. Le modèle complet, c'est 1699. Puis c'est 7 degrés de liberté. C'est quoi la différence des degrés de liberté? C'est 3. Donc, je divise sur 3. Puis ici, j'obtiens le 200, je fais le tout, puis je fais le 242. J'obtiens, ça c'est la différence entre les deux en fait, 1198. Donc, je divise par 3, puis je divise sur ça. Donc, je trouve cette valeur-là, je vais le calculer directement. Donc, c'est égal à 1,645. Donc, ce qui est donné ici pour le F. Donc, vous voyez, il donne ça directement. Donc, il fait directement ça sur ça, sur ça, sur ça. C'est directement ce qu'il fait R directement. Il nous calcule, il nous donne même le p-value directement. Donc, qui est vraiment très grand. Vous voyez, c'est 0,26. Mais on peut toujours le calculer. Donc, si on calcule ici le QF, donc de 0,95. Donc là, on a 3,7. Donc pourquoi 3,7? Parce que c'est 3 variables qu'on a ajoutées, puis 7, c'est le nombre de degrés de liberté du modèle complet. Donc on trouve ici 4,34. Donc nous, quand est-ce qu'on rejette H0? Donc on rejette H0 si F0 est supérieur à F alpha. Donc le P moins Q, puis P moins le N moins P moins 1, excusez-moi. Donc ici c'est le N moins P moins 1. Donc si on prend F de 0,05, 3, qui est le P moins Q, puis 7, on le trouve c'est égal à 4,35, qui est vraiment supérieur à 1,645. Donc, on ne rejette pas. On ne rejette pas H0. Et par la suite, c'est l'ajout des variables x2, x3, x4 au modèle qui contenait x1 et non significatif. Et j'ai oublié ici, c'est que tout ça, c'est au seuil critique. Alpha égale à 5%. Tout ça, seuil critique, alpha égale 5%. L'ajout des variables x2, x3, x4 au modèle qui contenait déjà x1 est non significatif.
Donc, vous voyez, c'est ça ce qui est important ici. Donc, vous voyez, on peut faire des tests, le test global, on peut faire des tests individuels et on peut faire des tests avec des groupes. Donc, une petite partie qui reste, c'est la variable indicatrice. En fait, on peut parfois, dans le but de comparer plusieurs groupes, utiliser un modèle de régression faisant intervenir une ou plusieurs variables qualitatives. Donc, certains cas où j'ai des variables qualitatives, puis surtout, il fallait au moins une variable quantitative. Donc, si j'ai x qui est quantitative, puis j'ai une autre variable qui est qualitative, donc pourrait être par exemple un type de roche différent, une texture différente, ça pourrait être le mois ou la saison ou l'année de prélèvement. Ça, c'est pas des variables quantitatives, je peux pas l'utiliser pour la régression. Donc, ou bien une machinerie, des procédés utilisés différents, etc. Le problème consiste ici à identifier des facteurs qualitatifs pouvant influencer le modèle. Je veux savoir, est-ce que, par exemple, si on prend soit une régression à deux variables, supposons que l'on a deux types de roches différents. On peut coder une variable, ce qu'on appelle une variable indicatrice. En anglais, c'est dummy variable. Donc, cette variable-là, on le note généralement i, ça donne la valeur 0, 1. Donc, c'est une variable binaire dans le cas où ça prend deux valeurs. Dans le cas où ça prend plus, donc on peut coder plusieurs variables binaires, là, ça peut se généraliser, mais pour le moment, on parle juste de variables binaires. Donc 0, 1, il y a un seul choix. Il y a en fait deux choix, ou bien 0 ou bien 1. Donc si je dis i0, i je lui donne la valeur 0 dans le rush de type 1, i égale 1 si le rush est de type 2. Donc le modèle, on peut faire un seul modèle pour voir le tout. Ce modèle, c'est quoi? C'est que bêta 0 plus bêta 1x plus bêta 2i plus bêta 3x fois i. Donc c'est ça le modèle, bien sûr plus epsilon. Donc à partir de ce modèle, nous pouvons avoir les deux modèles en même temps. Parce que si i égale à 0, ça devient quoi? Donc tout ça, ça devient égal à 0, puis y, ça devient bêta 0 plus bêta 1x. Lorsque i égale à 1, on obtient quoi? Si i égale à 1, on obtient directement ici y égale bêta 0 plus bêta 2 fois 1 plus bêta 2 plus bêta 1 fois x plus bêta 3 fois x. Donc je peux dire bêta 1 plus bêta 3 fois x plus epsilon, je peux l'ajouter. Donc là, vous voyez, c'est qu'avec ce modèle-là, avec le modèle ici, je peux trouver les deux modèles en même temps. Donc lorsque i égale à 0, c'est quoi les coefficients? Ça va être bêta 0 et bêta 1. Lorsque i égale à 1, le modèle va y avoir comme ordonnée à l'origine bêta 0 plus bêta 2 et comme pente bêta 1 plus bêta 3. Donc, les deux droites ont la même ordonnée à l'origine. Quand est-ce que ces deux droites ont la même ordonnée à l'origine? Si bêta 0 plus bêta 2 égale bêta 0. En fait, si bêta 2 égale à 0, les deux droites ont la même ordonnée à l'origine. Et lorsque bêta 1 égale à bêta 1 plus bêta 3, les deux droites ont la même pente. Donc là, lorsque bêta 3 égale à 0, ça veut dire les deux droites ont la même pente. Lorsque bêta 2 égale à 0, les deux droites ont la même ordonnée à l'origine. Ça veut dire pour le type 1 et pour le type 2. Donc, mais comment on va faire ça? Donc, dans ce cas, on peut utiliser le modèle de régression qui est y égale bêta 0 plus bêta 1x plus bêta 2i plus bêta 3x fois i. On peut tester si le type de roche a une influence en testant. Donc, je peux tester h0 bêta 2 égale à 0 contre h1 bêta 2 différent de 0 pour l'égalité de l'origine. Donc, dans ce cas-ci, je fais un test individuel. Si je veux juste savoir si les pentes sont égales, je peux faire un test individuel où je teste bêta 3 égale à 0 contre H1, bêta 3 différent de 0. Donc là, deux tests individuels. Donc là, si je veux tester ici si les deux modèles sont égales, donc si je veux tester si les deux droites sont pareilles, les deux droites sont pareilles, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, on va tester H0. Est-ce que bêta 2 égale à bêta 3 égale à 0 contre H1, bêta 2 est non nul ou bêta 3 est non nul? Y a-t-il au moins une des deux qui est non nul? Et là, ça revient à quoi? Ça revient à ce qu'on vient de voir, puis on peut faire un modèle de régression, un test où on teste ces deux-là, c'est le test d'ajout, c'est ce qu'on vient de faire maintenant.
Donc, si on voit avec R, là, je n'ai pas fait un modèle, désolé, je n'ai pas fait un modèle directement avec une variable indicatrice, mais on peut le faire ici. Là. Si je prends le modèle 3, le modèle 2, là, les données 2 qu'on a, puis je peux ajuster le modèle Y en fonction de X1, X2 et X1 fois X2. Donc, c'est ça ce que je fais. Ici, on fait le I juste pour la multiplication. Ça peut être X2 au carré, ça peut être X3 au carré. En fait, c'est un modèle, les variables devraient être... X2 pourrait être X1 au carré aussi. Là. C'est l'essentiel qu'ils sont linéairement indépendants. Donc là, si je fais ça, donc j'obtiens ici, je vais faire un 3, donc j'ai 3 variables. Donc ça, puis on peut faire c'est quoi le modèle 3. Donc on peut voir ici, avec les p-values, je vais pas faire les tests là, mais vous pouvez voir comment ça se fait. Donc on peut faire un test individuel ou des tests d'ajout pour faire ça. En fait, c'est ça toute la matière. Donc, vous voyez, ça se résume. Si je peux résumer le tout, c'est vraiment, on a la majorité des valeurs, ça se calcule. Ce qui est important, le SY, ça change pas. Donc, c'est ce que j'ai ici. Si je prends le SST du modèle 2 ou du modèle 3, oups, modèle 3, je l'ai pas calculé. Donc, je vais le calculer juste pour donner le tableau d'analyse de la variance qui est là. Donc, si je les teste, les 3 ici, là, c'est, vous voyez, là, c'est ici, je sais pas pourquoi il sort 24, 9, 9, 9, 9, c'est 25. En fait, c'est quoi ça? C'est la variance de Y fois N de moins 1. Donc, si on les calcule, c'est ça le SST. Donc, c'est la somme des Y moins Y bar au carré, ce qui est la variance fois N moins 1, parce que la variance, c'est la somme, c'est SYY sur N moins 1. Donc, vous voyez, ça reste la même. Le SST, c'est la même quel que soit le modèle. Donc, si on utilise les mêmes Y, si on change de modèle, ça reste toujours la même chose. Donc, vous voyez, c'est ça ce qu'on a pour le cours. Donc, ça reste toujours l'analyse des résidus, comme j'ai dit tantôt, c'est toujours la même chose. On vérifie les hypothèses sur les résidus, donc la normalité, l'homogénéité des résidus, des variances en fait, ce qu'on appelle l'homocédasticité, indépendance des résidus, la détection des points aberrants qui s'écartent du modèle. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai pas parlé, mais faire attention, des fois, on a juste des points qui influencent le modèle. On n'en parle pas dans le cas du secours, puis la détection de certaines tendances particulières. Une des variables, elle est quadratique ou elle est exponentielle. C'est vraiment, puis à partir de là, on peut y aller, écoutez, on peut y aller vers des modèles les plus généralisés. On peut y aller vers les réseaux de neurones où on multiplie plusieurs régressions avec des fonctions non-linéarité qu'on ajoute, les fonctions d'activation, puis ça fait des grands réseaux de neurones. C'est ça la base, c'est ça le noyau, c'est ça les modèles qu'on utilise, puis ça peut faire... Donc, avec ça, ça finit la matière pour l'examen. Juste pour vous donner une petite idée de petites choses. Donc, on peut détecter des données aberrantes avec des tests, certains tests où on peut voir c'est quoi une donnée aberrante. Ça nous donne des mesures comme la distance de Cook. Ça se donne avec R, ça se donne avec tous les logiciels. Puis on peut faire les calculs ici. Je vais passer à travers rapidement, mais le logiciel, ça donne la distance de Cook ou autre. Ici, par exemple, si je veux voir, parce que si j'ai une donnée qui est pas bonne, elle peut influencer le modèle d'une façon significative, elle peut juste falsifier tous les résultats. Donc ici, c'est ça la distance de Cook. En fait, c'est quoi cette distance-là? Ça fait comme n modèles. Pour chaque modèle, j'enlève l'observation i, puis on détermine les BI ou les bêta J chapeau, puis on va faire tout ce calcul-là. Donc, c'est les Y chapeaux sont l'observation I, puis on va le voir. Donc, en fait, c'est très important ici, M. Cook a dit, si c'est grand, si cette valeur est grande, ça veut dire que cette valeur est influente. Des fois, on dit 1, mais des fois, un petit peu plus ou un petit peu moins. Des fois, moins que 1, on le voit. On voit toutes les autres sont tellement petites, puis celle-là, ça fait un sou. Lorsqu'on a toutes les distances sont à 10 à la moins 5, puis je vois tout d'un coup une qui est 0,8, là, si j'attends pas à ce que ce soit 1. Il faut savoir pourquoi c'est une valeur qui a une grande influence par rapport aux autres. Donc, il y a des mesures pour faire ça. La distance de Cook, c'est l'une des mesures. Il y a plusieurs autres. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est très important. Je parlais brièvement de la multilinéarité dans l'exemple 2 où j'ai des variables. En fait,
Si les variables x sont très corrélées, c'est la matrice x de x devient quasi singulière. Ou des fois même juste, elle devient mal conditionnée. Donc plusieurs méthodes existent pour détecter les conditions de singularité, habituellement basées sur la détermination de la valeur propre de la matrice x de x. Donc ce que vous avez vu en algèbre linéaire, généralement, on peut déterminer les valeurs propres de la matrice x de x. Ça, c'est l'application de l'algèbre linéaire. En fait, c'est la conséquence de conserver toutes les variables et des estimés très instables des B. En fait, les variances de B deviennent très grandes et les covariances deviennent négatives très grandes. Donc, et ça, lorsqu'on fait cette matrice, lorsqu'on inverse, ça fait une grande influence, puis c'est pour ça que les variables deviennent non significatives individuellement. Donc, c'est comme la matrice, elle est instable, son calcul est instable. Il y a beaucoup de solutions qu'on peut faire aujourd'hui. Ben, il y a les méthodes Ridge, il y a les méthodes Lasso, il y a les méthodes élastiques, il y a tellement de méthodes pour faire ça. Il y a des méthodes, ben, ce sont des méthodes biaisées. Surtout, il y a quelque chose que vous connaissez en algèbre linéaire, c'est quand on fait la transformation, ici, l'analyse en composantes principales. En fait, c'est juste, on prend les mêmes variables, mais les variables ne sont pas, sont fortement corrélées. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le même espace, puis on prend des nouvelles variables qui sont orthogonales. Donc, on va décorréler la matrice, puis là, l'effet, c'est juste, on obtient des matrices qui sont mieux, donc la matrice devient mieux conditionnée, puis ça devient stable. Ou des fois, juste, on enlève des variables, on prend moins, donc l'ACP, c'est beaucoup plus grand que ça, ce n'est que juste ça. Donc, c'est comme j'ai dit, la régression Ridge aussi, qui est une régression biaisée, donc on utilise Lagrangien en fait, pour que les bêta J s'éloignent des zéros, ou on les minimise ou on élimine chacune certaines. Donc, c'est vraiment, ça fait un décalage des valeurs propres. C'est ça la méthode de Ridge. Donc, c'est ça le chapitre. Je voulais pas y aller beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Dans le cadre de ce cours-là, on s'arrête là. Mais certainement, aujourd'hui, les méthodes de régression sont très limitées. Si on utilise juste ça, c'est très rare, on utilise juste des régressions comme ça, c'est les modèles non linéaires, comment linéariser ça, comment trouver des transformations, ou aujourd'hui, ce qu'on utilise surtout, c'est les réseaux de neurones, où on a des modèles assez grands avec, ben, il faut faire attention à la multicollinéarité. Ben, avec ça, j'ai fini la matière de ce cours. Ben, merci beaucoup pour votre écoute et il nous reste une dernière vidéo qui va être enregistrée bientôt. Merci.